Étienne, bonjour. Bonjour Vincent. Alors le deuxième trimestre a été agité sur les marchés et il l'a été donc également pour Sextant autour du monde. Tout à fait, parce que le fonds donc, enregistre une baisse de 1% sur le trimestre, quand l'indice fait plus 2,5%, mais avec on va dire, des mouvements assez différents, puisque le mois de mai a été très négatif, on va dire, et le mois de juin a été explosif, puisque notamment sur les marchés américains, c'est le meilleur mois depuis 1955. Est-ce que vous n'avez pas payé tout de même un petit peu votre sous-exposition à la tech US ? Oui, on va dire que la stratégie, enfin notre positionnement qu'on a depuis plusieurs trimestres continue, puisqu'on a très peu d'Amérique du Nord dans le fond, et notamment les big tech, donc on pâtit un peu de ça, mais à contrario, on a un positionnement sur le fond qui est très défensif. Pour illustrer un petit peu, sur le top 20 du fonds, donc qui représente environ 40% de l'actif, on a 19 sociétés qui ne sont pas endettées du tout, dont certaines qui ont plus de 50% de la market cap en cash. Donc du coup, ce qui fait qu'on a un positionnement qui est extrêmement défensif, donc on résiste plutôt bien dans les baisses. Par exemple, au mois de mai, le fonds a fait moins 3,5 quand l'indice a fait moins 5, moins 6. Et puis en mois de décembre, qui avait été très difficile sur les marchés en décembre 2018, l'indice avait fait moins 8 et nous on avait fait moins 2. Oui, sacrée différence. Voilà, donc on a un fonds, on va dire, excessivement défensif, mais qui, dans le contexte actuel, rebondit moins fort quand il y a des hausses de marché. Solide mais moins agile. Voilà, donc on pâtit un peu de ça, et le corollaire de ça, c'est qu'on a une volatilité qui est beaucoup plus faible que l'indice d'une manière générale sur le fonds. La sous-exposition aux États-Unis qui vous a pénalisé, elle est due au prix qui sont aujourd'hui trop élevés ? Oui, on continue d'avoir des valorisations qui sont pour nous très difficiles à envisager dans une optique conservative, c'est-à-dire de faire en sorte que le capital des clients soit protégé, parce que toute compression de multiples qui pourrait arriver dans les trimestres à venir aurait des conséquences assez fâcheuses, on va dire, sur le prix des actions. Donc on préfère avoir le positionnement qu'on a actuellement, et on dort très bien avec. Donc vous gardez le cap. Alors on va regarder un petit peu ce qui a fonctionné et ce qui a moins fonctionné dans le fonds. Une chose qui a fonctionné, c'est que vous avez un peu modifié votre façon de gérer la poche Europe. Oui, tout à fait. Donc sur les dernières semaines, on a réfléchi comment on gérait la partie Europe dans le fonds international, qui représente environ un quart de l'actif. Et donc, on avait avant, dans le cadre du système Amiral Gestion avec des poches en sous-portefeuille, plusieurs gérants qui géraient des différentes poches Europe. Indépendamment les uns des autres. Voilà, tout à fait, toujours. Et donc, on a fusionné l'ensemble de ces poches. Il n'y a plus qu'une seule poche Europe, on va dire, donc qui reprend les meilleures convictions des autres fonds France et Europe de la maison, ce qui fait que ça a permis de concentrer aussi sur les meilleures idées. Le fonds est beaucoup moins dilué sur un certain nombre de positions, et on pense qu'on aura une meilleure performance à long terme, et c'est déjà le cas, parce que depuis le début de l'année, cette poche Europe enregistre des meilleures performances que nos autres fonds France et Europe. Bon, on ne va pas extrapoler, non, on va surveiller, mais c'est encourageant. Passons un petit peu aux contributeurs. Positifs tout d'abord. Oui. Alors, on a une société qui s'appelle Opar, qui a extrêmement bien performé. Tout à fait. Donc, Opar a une société qui est cotée à Singapour, qui a été un des meilleurs contributeurs sur le trimestre. C'est une histoire un petit peu particulière qu'on aime bien. Je pense que vous-même, Vincent, vous êtes utilisateur du baume du tigre. Oui, ça m'arrive quelquefois. Donc beaucoup de Français connaissent et utilisent. Et donc cette société qui produit le baume du tigre, donc c'est un produit chauffant et décontractant et qui enlève les douleurs musculaires. Et donc il y a énormément de succès en Asie et tout particulièrement en Chine. Donc c'est une société qui enregistre une forte croissance sur ce produit, notamment grâce à l'expansion internationale. Il y a la diversification de la gamme, parce qu'aujourd'hui on peut acheter des patchs ou des rollers. Donc il y a une belle... C'est une croissance, vous m'aviez dit, de 15 à 20% oui, du chiffre d'affaires sur le baume du tigre. Hein. Avec des marges qui sont très élevées, parce qu'on est à plus de 30% en moyenne. Et comme la société nécessite très peu d'investissement, enfin l'activité nécessite assez peu d'investissement en capitaux, on a des retours sur capitaux qui sont très élevés. Donc ça, c'est la partie croissance, on va dire, de cette activité. Ce qui est un peu difficile en termes de valorisation pour le marché, c'est que ça fait partie d'un conglomérat très diversifié, peut-être pas facile à lire, qu'on retrouve assez fréquemment en Asie, puisque la société détient 2 participations cotées dans une des plus grosses banques du pays et dans une société de promotion et de développement immobilier. Donc c'est pas forcément facile à lire pour le marché, avec des activités qui sont complètement distinctes.
Mais en fait, si on fait l'addition aujourd'hui de ces 2 participations cotées plus le cash, parce que c'est société CashNet, en fait, on a à peu près la capitalisation actuelle. Donc on ne paye pas le baume du tigre. C'est la bonne nouvelle. Bon, donc ça, au part, en portefeuille, vous le gardez précieusement et vous gardez également Clear Media. Alors on passe rapidement parce qu'on avait déjà présenté cette société Tout à fait, oui. la dernière fois, mais là, ça a été un contributeur négatif. Hein. Tout à fait. Alors, c'est le JC2Co chinois. Voilà, c'est ça. On résume la situation comme ça. Donc un exploitant d'espaces publicitaires, notamment sur le mobilier urbain en Chine. Et en fait, ils ont pâti du ralentissement des incertitudes macro dans le pays. Et donc, il y a notamment les big tech, Alibaba. Qui ont coupé les budgets. Les retailers, pardon, donc Alibaba, JD.com ou ce genre de sociétés. Et la tech également, avec des Huawei, des choses comme ça, qui ont coupé les budgets. Et donc, Clear Media a été fortement impacté par cette coupe, parce que ça a été un des premiers budgets qui a été réduit par ces sociétés-là. Donc, les ventes ont diminué fortement. Et dans le même temps, la société a des coûts fixes assez élevés qu'elle n'arrive pas forcément à négocier rapidement des baisses de coûts. Et puis en même temps, mais ça on aime bien, parce que pour le long terme, c'est très intéressant, la société continue d'investir massivement, en profitant de son bilan, puisqu'elle a 15% de sa capitalisation en cash aujourd'hui. Le bilan est très solide, donc profitez des opportunités, parce qu'il y a des petits acteurs qui sont en moins bonne santé pour continuer de gagner des parts de marché. Bon, donc vous restez sur Clear Media. Oui. Étienne, merci. Merci Vincent.